Bonsoir à tous. Je ne vais pas m'attarder comme les fois précédentes à faire une petite introduction, puisqu'on s'était déjà parlé la semaine dernière, donc on va passer directement à la conférence. Donc voici Monsieur Le Breton, le président de la Chambre régionale de l'économie solidaire et sociale, que j'accueille avec plaisir ce soir. Et puis Madame Geoffrey, qui est chargée de mission à U3A, s'unir pour accompagner l'action associative, qui va vous expliquer sa fonction mieux que moi, parce que je crois que j'ai oublié quelques éléments. Donc, je cède la parole immédiatement aux intervenants. Et puis, je constate avec plaisir qu'on est encore nombreux ce soir. Donc, merci beaucoup d'être là. Voilà. Voilà, je vous laisse la parole. Honneur aux dames. Bonsoir à tous. On a été présentés. Donc rapidement, effectivement, moi, donc Émilie Geoffrey, je travaille pour l'association U3A. Est-ce que tout le monde entend? Oui. U3A, ça veut dire donc s'unir pour accompagner l'action associative. Et très rapidement, c'est un collectif de 9 associations de Haute-Saône qui qui aident les autres associations de Haute-Saône. C'est un résumé, je reviendrai un petit peu plus en détail tout à l'heure sur ce que je fais au quotidien. Et on a pour objet notamment de faire connaître l'économie sociale et solidaire en Haute-Saône. Donc c'est la raison de ma présence ici ce soir à l'invitation de l'Université populaire de Haute-Saône. Voilà, bon, Jean-Marie Le Breton, je connais un certain nombre de personnes parmi vous. Je suis professionnellement donc directeur général de l'ADMR de Haute-Saône. Et là, ce soir, je suis au titre de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. D'ailleurs, dans cette chambre, j'y suis au niveau de l'URIOPS, qui est l'Union régionale des organismes qui œuvrent en fait dans le domaine sanitaire et social, des organismes privés du sanitaire et social. Voilà. Donc, ce soir, on va essayer de balayer ce champ un peu vaste. Alors, il y aura une partie tout de même sur la loi de l'ESS, et sur la fonction et l'objet des chambres régionales. Bien évidemment, après, on a pris une option qui consiste à dire qu'on va faire 2 focus. Émilie parlera plus particulièrement du secteur associatif, et moi je m'attarderai un peu plus longuement sur le secteur coopératif qui peut représenter tout de même un certain nombre qui représente un certain intérêt, bien évidemment, sans oublier les autres familles. Mais on va revenir dessus au fur et à mesure de la présentation, donc je ne serai pas plus long. On va démarrer par un petit film. Pardon pour la petite mise en route. Oui, ça prend toujours du temps, ces choses-là. Donc c'est une vidéo qui a été faite pour donner envie aux jeunes de travailler dans l'économie sociale et solidaire. Donc le message est vraiment axé en direction des jeunes pour qu'ils travaillent dans l'économie sociale et solidaire. Donc, vous verrez si après vous avez tous envie d'y travailler ou pas. Vous êtes tous concernés en fait. Voilà, on est bien d'accord. C'est pas ce que je voulais dire. Salut, tu as 18, 20 ou 25 ans, tu es jeune, connecté et plein d'énergie. Tu as 1000 idées, tu aimerais un job qui te plaise, mais tu as l'impression que la société ne misera pas vraiment sur toi. Et ouais. Et pour ne rien arranger, les médias passent leur temps à te recenser que c'est la crise, que les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Blasant, quoi. Et pourtant, tu sais qu'on peut changer les choses, mais tu ne sais vraiment pas comment t'y prendre, par où commencer. En fait, lève la tête et souris. Il y a des solutions. Des initiatives où tout le monde coopère et agit ensemble pour améliorer notre société. Il existe même des structures où l'argent est d'abord un moyen d'améliorer le quotidien et non le seul but à atteindre. Ne prends pas cet air suspect, c'est bien réel. Dans ces entreprises, on peut innover quel que soit le secteur. Que tu sois comptable, garagiste, secrétaire ou ingénieur, que tu veuilles travailler dans le sport, le web, l'artisanat, les mutuelles d'assurance et de santé, ou même la banque. Tout le monde y a sa place. Ça s'appelle l'ESS. Ça te dit quelque chose? Non? En fait, ESS, c'est pour économie sociale et solidaire. C'est vrai, on a parfois tendance à opposer économie d'un côté, avec toutes ces notions de profit, d'argent et d'excès, et de l'autre, le social, le solidaire, les écolos, bisounours, babacous. En fait, si tu es de ceux qui croient toujours ça, c'est que t'as un train de retard. L'ESS représente 10% de l'emploi en France. Des assos, des coopératives, des structures ultra innovantes, des petites, moyennes ou des grandes entreprises, et même des grands groupes. En fait, dans une entreprise de l'ESS, l'activité profite à tous, plutôt qu'à un petit nombre. Grâce à cette répartition
répartition équitable des bénéfices, tu peux à la fois gagner ta vie, être compétitif tout en contribuant à une société meilleure. C'est comme ça qu'on réconcilie l'économie et le social. Et toi, tu sais que ton boulot va dans ce sens. L'ESS, c'est sûrement ton avenir. Elle nous bascule dans un système plus durable, dans un monde qui évolue un peu plus chaque jour, et tant mieux pour toi. Remettre l'homme au cœur de cette économie, c'est possible. Privilège de la jeunesse, tu as les moyens de façonner le monde de demain. Tu peux toujours penser que de toute façon, c'est l'argent et le profit qui auront le dernier mot, que la société ne changera pas, parce que c'est comme ça. Mais tu peux aussi ouvrir les yeux, découvrir l'ESS, et y rencontrer tout un tas de gens comme toi qui ont envie de faire bouger les choses. L'ESS fait partie de la solution. Et là, c'est que le début. Ça donne envie. Oui, hein. Ça paraît facile. Hein. Rigolo en plus. Ah voilà, tout est dit. Bien. Alors voilà, un peu le déroulé de notre intervention, hein, ce sera sur la définition et valeurs de l'économie sociale et solidaire, par les définitions, le cadre de la loi. On fera rapidement un peu d'histoire parce que on a pas mal de flyers, donc on ne va pas trop s'attarder sur ce chapitre, mais tout de même néanmoins il était bon de rappeler quelques dates. Et ensuite, on présentera l'ESS à travers quelques chiffres. Voilà. Et puis il y avait pas mal de documents dans les pochettes. Voilà, il y a pas mal d'éléments qu'on a repris dans le cadre de notre... On pourrait aller plus loin, comme ça. Voilà. Ensuite, pour toi... Les associations actives du développement économique, social et culturel en Haute-Saône. Donc moi je travaille avec des associations, donc comme c'est la partie que je connais le mieux, c'est de celle-ci que je vais parler. Donc je vais vous présenter un peu les associations, un focus sur les associations employeuses en Haute-Saône. Et puis voilà. Voilà, et puis moi je compléterai en faisant un petit focus sur les coopératives et l'intérêt que ça peut représenter actuellement aussi, puisqu'il y a un retour notamment par rapport, on verra, à certaines formes de coopération. Voilà. On est parti. Oui, on aura bien sûr un temps d'échange avec vous à la fin, mais entre chaque partie aussi. Et puis n'hésitez pas s'il y a des choses qui vous paraissent pas claires à nous interpeller. On va essayer d'éviter les sigles parce que ça c'est la grosse maladie de plein de secteurs d'activité. En fait, chacun a ses propres sigles. Alors on va peut-être utiliser souvent ESS pour parler d'économie sociale et solidaire, mais on va essayer de faire attention quand même à ce que tout le monde comprenne ce qu'on dit. C'est ce qu'on essaie de présenter. Très bien. Donc, la définition de l'ESS, donc groupement de personnes et non de capitaux, jouant un rôle économique. Donc on verra que le capital, c'est pas péjoratif, le capital, ça peut être utile notamment au niveau des coopératives, mais néanmoins c'est bien l'homme qui est placé au cœur de nos différents dispositifs. Donc des entreprises privées à fonctionnement démocratique et à lucrativité limitée. Donc les grandes familles de l'ESS, ce sont les associations, les coopératives, les mutuelles, les fondations, et on le verra tout à l'heure, ce qui est nouveau depuis la loi du 31 juillet 2014, les entreprises sociales. Principe de fonctionnement, une gouvernance d'entreprise démocratique, participative et égalitaire, gestion par des administrateurs élus, double qualité, on peut être assureur et assuré, sociétaire et client, coopérateur et travailleur. Donc, but de non-lucrativité, ça veut dire simplement que les actionnaires ne sont pas rémunérés en tant que tels. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'intéressement. L'ESS aussi présente un vaste secteur d'activité, et quasiment tous les secteurs d'activité. Et là, sur cette présentation, vous voyez que très nettement, l'action sociale représente en termes d'emploi, en termes d'activité, excusez-moi, les principales activités. Et puis, si on y ajoute le secteur de la santé,
on est là, on dépasse les 50%. Et après, on y trouve l'enseignement, les finances assurances. Alors le non classé, c'est que l'ESS est tellement riche d'activités diverses et variées qu'à un moment donné, on a un peu de mal à intégrer telle et telle catégorie. Voilà, le commerce, bien évidemment, art et spectacle, hébergement, services divers. L'agriculture également est présente. Mais on voit bien où sont les 5 premières ou 6 premières branches d'activité sur ce petit flyer. Donc en fait, cette petite représentation, c'est simplement vous dire que parfois, là, c'est un hasard que ce soit l'aide à la personne qui soit au-dessus, puisque c'est mon secteur d'activité professionnelle. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a ce que l'on peut voir rapidement dans le secteur associatif notamment, donc quelques associations qui sont peut-être un peu plus développées que d'autres, mais aussi tout ce qu'il y a dessous, dessous, qu'on ne pense pas et qui forme en fait le gros de l'iceberg. Petit rappel historique, hein, les premières fruitières se sont créées en fait dans notre région au XIIIe siècle. Donc, je regarde Bernard, hein, il y a du chemin depuis parcouru, mais en tout cas, le montagne d'école s'était déjà organisé, et ce depuis longtemps. Et ensuite, bon, on va dire que petit à petit, l'économie sociale s'est construite autour de certains textes phares comme la loi 1901, les premières chartes de mutualité dans les années 1900. Ensuite, nous avons eu une évolution sur la loi du 7 mai 1917 qui permet de constituer une dotation aux coopératives. Donc ça veut dire qu'en fait, là, les coopératives pouvaient, ne comptaient pas uniquement sur les coopérateurs, mais pouvaient prétendre à des apports bancaires. Et puis, 1930, création des mutuelles, notamment la Maïf, que tout le monde connaît aujourd'hui, mais qui a été précurseur dans le domaine. Les statuts de coopérative, bien sûr, ce sont, je vais passer dessus parce que là c'est un peu notre cuisine à nous. Ce qui s'est, on va dire, essentiellement développé, je citerai dans les années dernières le rapport Vercamer, qui est un député du Nord, qui en 2010 a mis l'accent sur la nécessité de développer dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, un certain nombre comment je pourrais dire, un certain nombre de principes et aussi d'amener de nouveaux outils pour développer le secteur de l'ESS. On verra tout à l'heure ce qu'il représente au niveau économique. Et donc, de ce rapport, on a mis 5 ans, en fait, quasiment 5 ans, à pondre cette loi, cette fameuse loi sur laquelle je vais revenir tout à l'heure, du 31 juillet 2014, sur la première loi qui encadre le secteur de l'ESS. On connaît tous les textes, enfin on connaît tous, qui ont institué les mutuelles d'ailleurs de santé ou autres, les coopératives, mais du coup c'est la première fois en France où une loi est consacrée uniquement à l'ESS et en rappelle les grands principes. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous dit cette loi du 31? Est-ce que jusque-là, ça va? Vous m'entendez? Je suis un peu... bon. Donc, que dit cette loi? Eh bien, elle définit un périmètre et le champ de l'ESS, son organisation, plan national et territorial. Elle revient sur des mesures spécifiques à tel et tel statut. Et elle vise avant tout à sécuriser l'environnement juridique, donner un pouvoir d'agir aux salariés, créer des emplois dans les territoires, consolider le modèle économique des entreprises de l'ESS et inscrire la politique publique de l'ESS dans la durée. On verra très concrètement comment tout ça se traduit. Alors, qu'est-ce que veut dire l'utilité sociale? Pour
il y a 3 éléments principaux qu'on peut dégager. C'est apporter un soutien à des personnes en situation de fragilité, soit du fait de leur situation économique ou sociale, soit du fait de leur situation personnelle, de leur état de santé et de leurs besoins en matière d'accompagnement social ou médico-social. Ces personnes peuvent être des salariés, des usagers, des clients, des membres ou des bénéficiaires des entreprises. Donc vous voyez que c'est très large. Donc là, on va retrouver évidemment d'une manière très active toutes les structures d'insertion que vous pouvez connaître. Enfin, il y en a un certain nombre sur votre territoire, notamment des chantiers d'insertion ou des associations intermédiaires. Contribuer à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, économiques et culturelles, à l'éducation. Donc c'est un bel exemple, votre association ici fait partie de ce, entre dans ce chapitre-là, à l'éducation à la citoyenneté, notamment par l'éducation populaire, à la préservation et au développement du lien social ou au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale. Alors dans les SS, vous le verrez, peut-être qu'une de ses richesses, de ses particularités, est certainement ce qui l'amène aujourd'hui à être un des rares secteurs créateurs d'emplois, c'est son ancrage sur les territoires. On le verra tout à l'heure, mais c'est de plus en plus prégnant. Concourir au développement durable dans ses missions économiques, sociales, environnementales et participatives, à la transition énergétique ou à la solidarité internationale. Donc là, ça vous rappelle le thème de votre dernière intervention sur l'international, sous réserve que leurs activités soient liées à l'un des objectifs mentionnés au début. Donc du coup, on voit bien que toute la stratégie, l'objectif de la définition de l'ESS tourne toujours autour de l'homme. Les capitaux sont quasiment absents de la loi. Alors, je vous disais tout à l'heure que la loi, enfin, que l'ESS a cette particularité d'être très attaché au territoire. Et la loi a défini maintenant plus clairement des pôles territoriaux de coopération économique. En gros, sur un même territoire, plusieurs structures, peu importe d'ailleurs qu'elles relèvent des coopératives, de l'association ou de la mutualité, eh bien, peuvent s'associer pour développer une activité ou les rendre complémentaires. Donc, on va y retrouver dans ces PTCE, comme on les appelle, des entreprises, bien sûr, de l'économie sociale et solidaire, des collectivités territoriales ou de leur regroupement, des centres de recherche, d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche, des organismes de formation ou toute autre personne physique ou morale qui pourrait s'intéresser. Alors, on a quelques PTCE, hélas, en Haute-Saône, il n'y en a encore pas, j'en connais quelques-uns, notamment dans le Jura, où effectivement, sur une politique de territoire, on va réussir à associer différents acteurs. Alors, bon, je vais prendre un exemple qui me parle au niveau de mon boulot, au niveau des services à la personne, par exemple. On imagine bien que sur un territoire, on peut tout à fait raisonner lorsque vous amenez, par exemple, des repas à domicile, de travailler avec des personnes qui produisent, qui fabriquent ces repas au niveau du territoire, mais aussi ceux qui produisent les aliments qui vont, etc. Donc ce sont des chaînes comme ça qui sont en train de se construire. Sur un exemple que j'ai, sur des acteurs que j'ai rencontrés, s'associent également toutes les politiques d'insertion des personnes handicapées dans les entreprises. Enfin, on raisonne en fait d'une manière très territoriale. Et vous savez bien qu'en France, on a un millefeuille qui est bien fourni en matière de... enfin, on a tout de même un certain nombre de complexités. Mais, par exemple, l'échelon communautaire est souvent un bon échelon de raisonnement sur du développement enfin, des PTCE. Sur les représentations de l'ESS, je vais aller relativement vite parce que ce n'est pas ce qui est le plus passionnant. La loi rappelle qu'il y a
la Chambre française de l'ESS qui rassemble, on va dire, les grands réseaux au plan national, les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire, dont je vais vous parler tout à l'heure. La loi oblige maintenant une conférence régionale tous les 2 ans, à l'initiative du conseil régional, mais aussi de la préfecture de région, pour donner les impulsions de développement de l'ESS. Il y a un conseil national des CRES, le CNCRES, et puis, ce qui est nouveau aussi, une structuration des employeurs de l'ESS à travers un syndicat comme l'UDES, l'UNIFED, GEMA, c'est des groupements en fait. L'UDES, mettons, est un syndicat qui rassemble l'ensemble des familles de l'ESS. Et c'est très compliqué parce que cette union peut à la fois rassembler des gens du secteur, des employeurs du secteur du médico-social, mais aussi de l'éducation populaire. Et quand on y réfléchit bien, trouver des points communs, le plus petit commun dénominateur qui va nous faire avancer, c'est parfois un peu compliqué parce que les problématiques sont très différentes d'un secteur d'activité à l'autre. Néanmoins, tout ça s'organise. En gros, l'UDES deviendra le MEDEF, mais de l'ESS, puisque vous savez que les prud'homales n'ont pas été organisés en France dernièrement parce que, en fait, les élus ont été reconduits, les syndicats, on va dire, dans leur représentation. Mais la dernière fois que nous avons organisé des élections prud'homales, on avait des représentants employeurs de l'ESS qui ont tout de même pesé tout de suite environ 15% des délégués prud'homaux, donc des élus prud'homaux. Donc ce qui était même pour nous une belle victoire. On pensait faire mieux, mais du coup, pour le moment, tout est gelé. Voilà. Les entreprises de l'ESS sont également... peuvent être... des entreprises de statut classique, type société anonyme ou autre, peuvent maintenant être reconnues d'utilité sociale. Avant, c'était les grandes familles dont je vous ai parlé, associations, fondations, mutuelles, qui étaient coopératives, qui formaient ces grandes familles. Aujourd'hui, d'autres peuvent venir rejoindre sous réserve qu'elles soient reconnues d'utilité sociale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'entreprise poursuit comme objectif principal la recherche d'une utilité sociale. Pas que de la production, pas que de la vente, mais il faut que ça s'inscrive dans un projet social. La charge induite par son objectif d'utilité sociale a un impact significatif sur le compte de résultat et la rentabilité financière de l'entreprise. Donc ce n'est pas tout profit, c'est comment celui-ci est partagé. La politique de rémunération de l'entreprise satisfait aux conditions suivantes. La moyenne des sommes versées, y compris des primes, aux 5 salariés ou dirigeants les mieux rémunérés n'excède pas un plafond à 7 fois de la rémunération annuelle la plus faible. Donc vous voyez, quand des fois on parle des salaires des grands dirigeants, etc., là, du coup, pour être reconnu dans le secteur, il faut tout de même au minima, alors ça peut paraître beaucoup, mais c'est rien, quand on connaît l'échelle des salaires réels pratiqués dans bien des domaines. On peut dire que c'est ça, fait beaucoup de débats. Bien sûr. L'écart entre le petit salaire et le plus gros, ça a pas mal fait débat quand il y a eu les travaux sur la loi. Et voilà, le secteur associatif notamment voulait plutôt que ce soit un petit peu en dessous parce que habituellement, en tout cas dans les associations que je connais, on n'a pas ces écarts de 1 à 7. Alors, alors, par exemple, si vous voulez, il faut savoir aussi que quand on parle des rémunérations, il y a 2 éléments. Il y a souvent, dans notre secteur, il y a une référence conventionnelle, donc il y a peu de débat, parce que les conventions ont été négociées normalement, enfin, historiquement, maintenant c'est un peu plus compliqué, parce qu'elles sont plutôt dénoncées que... mais négociées avec les syndicats, avec des salaires qui évoluent généralement dans le temps, et que entre un salarié qui débute et un salarié qui est en fin de carrière, il y a naturellement, conventionnellement, des différences
relativement conséquente. Hein. Donc tout ça, il faut en tenir compte, parce que dans les paramètres de rémunération, parce que j'en ai entendu, enfin, j'ai participé à un certain nombre de discussions dans ce domaine-là, c'est vrai qu'il y a encore des grandes inégalités. Il y a des secteurs qui sont, il faut tout de même bien le reconnaître, un peu plus favorisés que d'autres. Bon, il faut savoir par exemple que depuis l'an dernier seulement, dans le cadre de l'insertion, les chantiers d'insertion ont une convention collective. Vous vous rendez compte? Spécifique chantier d'insertion. Avant, il n'y en avait pas. Donc chacun essayait de trouver comment, un rapport entre les rémunérations et les activités développées. Alors, si par exemple, vous développiez une activité comme FreePlab en Haute-Saône, qui a un atelier de lingerie, repassage, etc., et puis développe aussi la revalorisation des vêtements et récupérer en les recyclant et en les remettant dans des magasins, dans des friperies, eh bien, vous avez le choix entre choisir la convention collective qui relève des casses, enfin du traitement des déchets, ou de l'autre côté, la branche de la blanchisserie. Donc vous voyez, c'était chacun, aujourd'hui, ils ont une référence conventionnelle, et tous les chantiers d'insertion que vous pouvez connaître sur votre territoire, qu'ils œuvrent dans le domaine, je ne sais pas, souvent, ici vous avez un certain nombre de structures, il y a Trait d'Union, pas mal de structures qui font aussi de l'entretien, hein, forestier ou des communes, eh bien, ou des petits travaux. Eh bien là, on sait que maintenant, cette famille-là a enfin une convention collective. Donc vous comprenez bien que entre ceux qui ont 30 ans d'histoire conventionnelle et ceux qui débutent, évidemment, le débat est réel. Il y avait une question, je crois, du coup, sur... Non, tout à l'heure, monsieur. Oui, enfin, juste savoir ce que ça peut faire comme différence de salaire entre... Parce que quand on donne des... J'ai jamais plus suivi... c'est 7 fois plus que... Eh bien, que le salaire minima pratiqué dans l'entreprise. Oui, donc ça fait... Donc, si on ne parle pas bien, pardon, excusez-moi, sur un salaire à temps plein. Hein. Oui, donc admettons que ce soit le SMIC, c'est 7 000... Voilà. 10 000, maxi 10 000 euros, on va dire. Oui. Voilà. C'est une belle somme. Ce qui nous paraît déjà, ouais. Voilà, ce qui peut paraître important, mais qui ne l'est pas tant que ça quand on voit l'importance de certaines structures de l'ESS. Voir les chiffres d'affaires développés, surtout le nombre de salariés employés. Donc en fait, tout est relatif. Alors quand on parle de l'ESS, par exemple, si vous parlez du secteur coopératif et que vous intégrez dedans le secteur coopératif bancaire, croyez qu'entre le directeur général national du Crédit Agricole et puis la secrétaire qui vient d'être embauchée voilà, au SMIC, on va dire, je pense que l'écart est beaucoup plus grand. Ouais, théoriquement, ça ne devrait pas être plus de 10 fois. Voilà, ça devrait. Voilà. Alors tout ça, voilà. Ça ne devrait pas plus de 12 sauf qu'une loi ne peut pas balayer des conventions collectives. Et bien évidemment, tu penses bien, Bernard, que les choses ne se passent pas tout à fait comme ça. Néanmoins, il faut tendre à ça, et c'est un des éléments qui qui doit permettre de reconnaître une entreprise qui souhaiterait être labellisée utilité sociale. Hein. C'est surtout, alors pour cet agrément d'utilité sociale, bien en fait c'est le préfet de région qui décidera, et puis la CRES notamment sera consultée pour vérifier si cette structure relève bien de l'ESS. Est-ce que vous pouvez bien préciser utilité sociale, parce que pour moi, tout est utile, socialement parlant. Eh bien, c'est ce que j'ai tenté de vous expliquer tout à l'heure. Ce que je vous ai montré là, c'est la définition de la loi. Très clairement, comment exprimer autrement les choses par exemple, sur le profit, eh bien, il ne faut pas que le profit, il y a une partie du profit qui doit être conservée pour le développement de l'entreprise. Mais en aucun cas, si une entreprise
est excédentaire, ce qu'on lui souhaite, et que le dirigeant eh bien, considère que ce bénéfice lui appartient, on ne la reconnaîtra pas dans le cadre de l'utilité sociale. Si dans cette entreprise, il y a une référence conventionnelle, mais qui n'est pas appliquée, on ne la reconnaîtra pas. Si dans cette entreprise, les représentants du personnel n'ont pas été mis en place alors que la loi le prévoit, on ne la reconnaîtra pas. En gros, on va labelliser des entreprises qui peuvent relever d'une utilité sociale. Alors, je prends souvent l'exemple, parce que j'en connais un certain nombre de sociétés, d'associations, pardon, qui œuvrent dans le domaine de la formation, qui pour des raisons fiscales ont changé de statut, mais qui pour autant, dans leur mission aussi, forment souvent du personnel qui va relever des activités de l'ESS. Eh bien, elle peut effectivement, elle, chercher à avoir une certaine labellisation qui va peut-être lui permettre aussi, à un moment donné, de déposer une demande de financement auprès de l'État, auprès du FEDER, auprès de l'Europe, etc. Donc, en fait, l'idée, c'était de dire que avant, pour relever de l'ESS, c'était le statut qui définissait directement que vous releviez de l'ESS. Aujourd'hui, eh bien, on considère que c'est aussi la manière dont vous gérez et ce que vous développez qui peut vous permettre aussi une forme de labellisation de l'ESS. Hein. Mais ça vient de... Alors, je finis aussi. C'est intéressant parce que nous, aujourd'hui, la loi a été votée il y a un peu plus d'1 an, ce n'est encore pas mis en place. Ça veut dire que le process de labellisation de ces entreprises-là n'est encore pas mis en place, parce que c'est un peu délicat, mais néanmoins, c'était, je pense, pour ne pas enfermer l'ESS uniquement par une entrée statutaire. C'était ça l'esprit de ce texte-là. Après, comment il va évoluer Très brièvement, est-ce que finalement ce label éthique se substitue à une déréglementation grosso modo, parce qu'avant c'est vrai que est-ce que toutes les entreprises, sauf quelques-unes peut-être, n'étaient pas d'utilité sociale finalement? C'était peut-être automatique ce genre de comportement. C'est ce que vous venez, c'est ce que vous avez enfin, dit. d'autres termes, n'importe quel scope, on parle bien des scopes, peuvent prétendre. On en parlera des scopes, oui. On peut prétendre finalement à l'ESS. Ah bah bien sûr, les scopes, elle est d'office dans elle y est d'office dedans. Elle y est d'office. Par rapport à son statut. Là, on est bien Parce sur que je prends Ambiance Bois, Wardelaine, que je connais bien. Oui. Par exemple, eux, ils ont des politiques de salaire, tout le monde a le même salaire. Et on peut... Là, on est dans les coopératives. Là, on est dans les coopératives, on est déjà dans les familles qui n'ont pas besoin d'être labellisées. Si vous êtes une coopérative, une SCOP, une association, une mutuelle, une fondation, vous faites déjà, vous êtes intégré dans la loi de l'ESS. Par contre, vous n'êtes pas dans ces statuts-là. Vous avez développé votre société, à titre privé d'ailleurs, hein, en nom propre, je veux dire, ou en société anonyme. Mais que votre pratique et l'objet de votre activité peut relever d'activités qui sont déployées par les grandes familles que je viens de citer, vous pouvez prétendre éventuellement une labellisation sous réserve que ce que j'ai cité là soit respecté. Voilà. Bref, qu'ils se mettent à fonctionner comme une scope. Pas tout à fait, parce que la scope... L'écart est comme... Enfin, il y a des critères à respecter, mais ils sont... Enfin, c'est quand même... On n'est pas exactement... Enfin, c'est une partie, on va dire. Mais l'idée, c'est de tendre à ça et... L'idée, si vous voulez, là, ça fait un grand débat, c'est bien que vous en parliez, parce que l'idée était que on aime bien se retrouver entre nous, quoi. Hein. On est déjà sous des statuts comme les grandes familles déjà reconnues de l'ESS, et puis ça peut effrayer aussi. Vous parliez de déréglementation tout à l'heure, mais est-ce qu'en fait l'utilité sociale ne se définit qu'à travers le statut qu'on a choisi? C'est pas forcément vrai. Hein? Oui, je trouve même que c'est biaisé, quoi. Voilà. Donc du coup, qu'il y ait cette possibilité d'intégrer dans l'ESS certains autres statuts qui pourraient relever de la Chambre des métiers ou pourquoi pas de la CCI, eh bien c'est à réfléchir à deux fois. Après, on verra tout à l'heure dans les coopératives, mais je ne rentrerai pas trop dans les détails
parce que ça nous prendrait trop de temps, mais il y a de tels écarts entre certaines coopératives et d'autres qu'on se demande comment cette famille-là peut aussi s'y retrouver. Hein. Voilà. Si on prend Édouard Leclerc, coopérative, le Crédit Agricole, coopérative, et puis l'Actuma local, bon, je brûle des étapes. Là, on verra bien qu'on n'est pas tout à fait aussi dans le même monde. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Hein. Mais les scopes, pas de problème, ils en font bien partie. Je continue ou... Oui, on va reprendre le... Oui, est-ce qu'il n'y a pas une certaine incompatibilité si la société est par exemple cotée en bourse? Parce que là, il y a bien la notion de capitaux qui est privilégiée. Oui, là, il n'y a pas de cotation en bourse dans le secteur de l'ESS. Ce qui paraîtrait inconcevable. C'est exclu. D'accord. Voilà. Merci. Enfin, on parle des coopératives, mais ça peut être biaisé. Parce que certaines coopératives, que j'étais directeur de coopératives agricoles, a des sociétés annexes. Ça, c'est autre chose. À capital, en système capitaliste plein pot. Oui, il y a la coop qui est mère, et après il y a les enfants. Moi, j'ai en tête aussi des structures assez proches de nous d'ailleurs, qui ont choisi le statut loi 1901, mais qui ont externalisé certains services qu'elles produisaient en interne en créant des sociétés. En gros, vous développez une activité dans le médico-social ou autre, vous êtes une loi 1901, puis vous apercevez que ça devient un peu compliqué et que vous ne margez pas. Eh bien, qu'est-ce que vous faites? Vous allez externaliser en créant des sociétés pour l'entretien du linge, pour la production des repas, pour l'immobilier, etc. Et donc, l'essence même de votre activité reste sous la loi 1901, mais vous avez créé des sociétés qui, elles, vont émerger. Donc, du coup, tous les montages sont possibles. Hein. Après, il n'empêche que ce qui va nous intéresser, nous, c'est la loi 1901. Mais après, l'externalisation, par exemple, des services a été un des éléments aussi qui a bousculé le secteur de l'ESS. Parce qu'en fait, en gros, le rentable dans le secteur marchand privé, hein, et puis le non rentable reste sur les structures de l'ESS. On pourra revenir là-dedans, mais c'est un vaste débat. Alors maintenant, je vais parler un peu de la CRES, de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, avant de revenir sur le terrain avec les associations, et particulièrement la Haute-Saône. Donc, à quoi servent ces fameuses CRES dont la mission a été redéfinie dans la loi du 31 juillet 2014? Eh bien, en fait, notre mission principale est bien la promotion et le développement du secteur de l'économie sociale et solidaire. On jouit de plein droit de la capacité des associations reconnues d'utilité publique, donc pour nous c'est tout de même important, notamment au niveau fiscal, pour ceux qui souhaitent faire des dons. Elle conclut, on a une convention d'agrément avec l'État et le Conseil régional, ça veut dire que ça oblige de définir d'une manière contractuelle avec le préfet de région et avec le président du conseil régional, ou la présidente, une politique qui se développera dans les 2 années à venir et en donnant les axes prioritaires de l'ESS sur le territoire régional. On est regroupé au sein d'une structure nationale qui est le CNCRES. On est constitué bien sûr des entreprises de l'ESS, de leur organisation présente sur le territoire régional. Donc on ne peut pas aller chercher quelqu'un, une société, enfin une organisation qui ne se situerait pas sur ce territoire-là. Et puis bon, ça c'est une cuisine interne, on peut rester en justice. Bon, ça c'est moins... Voilà. Ce que nous assurons, eh bien, la représentation auprès des pouvoirs publics des intérêts de l'ESS, l'appui à la création, au développement et au maintien des entreprises. C'est-à-dire, par exemple, nous, CRES, on a développé un certain nombre d'actions d'accompagnement sur les primo-employeurs. On développe un observatoire de l'ESS au niveau de la Franche-Comté, ce qui nous donne accès à un certain nombre d'informations, et on s'aperçoit que dans l'ESS, les primo-employeurs, donc les structures qui emploient pour la première fois un salarié, sont souvent démunies
et non pas, elles, du coup, de référence conventionnelle. C'est des fois un peu, il faut bien le dire, des fois un peu du n'importe quoi. Et il est important qu'on arrive à structurer et à accompagner ces associations pour qui, généralement, le premier emploi ou les premiers emplois représentent tout de même un engagement conséquent. Alors on sait bien que les contrats aidés sont souvent la première marche des structures associatives, notamment quand elles emploient quelqu'un, mais au niveau de la CRES, on a signé un accord sur le fait d'avoir un regard particulier sur ces primo-employeurs. Donc on a un rôle d'appui sur la formation des dirigeants et des salariés des entreprises, c'est-à-dire que l'ESS aussi a été longtemps, pour y travailler, longtemps ces salariés étaient des autodidactes, et aujourd'hui, eh bien, il y a un certain nombre de règles de gestion qu'il est nécessaire aussi de bien intégrer, de respect de la législation de travail, voilà, et donc on veut développer une vraie politique de formation des dirigeants. Alors quand je dis dirigeant, c'est dans le sens large du terme, hein. C'est autant le salarié qui pourrait être directeur que le président de l'association. Voilà, donc la contribution à la collecte, à l'exploitation et la mise à disposition des données économiques et sociales, c'est ce qu'on appelle nous l'observatoire. Vous verrez à la fin du document, mais je pense qu'on l'a peut-être mis aussi, on a... c'est pas dans les pochettes parce que... Mais ça sera sur votre site, j'imagine. On fait un renvoi sur le site notamment de la CRES concernant toutes les données économiques. Je vous incite vraiment à aller sur ce site parce que il est d'une richesse réelle. Comme à chaque fois, vous aurez tous les documents, les liens, vous aurez voilà. Tout sur le site. Voilà, donc après c'est une information des entreprises sur la dimension européenne de l'ESS et à l'appui des établissements. Bon, là, on est plutôt sur le fait de dire que l'ESS est aussi une affaire qui doit se développer au niveau européen. On a, je ne pourrais pas le développer trop précisément, mais notamment au niveau du secteur coopératif, il y a vraiment là aujourd'hui des réelles coopérations, c'est le cas de dire, qui s'établissent entre pays. Par exemple, nous, CRES de Franche-Comté, on travaille avec les Suisses sur le développement du tourisme, sur le massif du Haut-Jura. Eh bien, c'est intéressant parce qu'il y a aussi des chambres de l'économie sociale en Suisse, et ça nous permet un rapprochement qui, au départ, n'était pas forcément évident. Voilà, et puis elles tiennent à jour et assurent la publication de la liste des entreprises. Alors là encore, c'est important, mais ça nous est confié à nous. Ça veut dire que au-delà de l'observatoire, qui sont souvent des données chiffrées, on doit tenir un genre d'annuaire où toutes les entreprises de l'ESS sont répertoriées, et selon leur famille. Alors, qu'est-ce que pèse l'ESS en France? Eh bien, au niveau des coopératives, ça représente plus de 300 000 emplois, les mutuelles 131 000, les associations 1 800 000 personnes et les fondations 73 000. Donc, vous le voyez, c'est plus de 2,32 millions de salariés qui représentent en gros 2 millions d'équivalents temps plein. Je reviendrai sur quelques chiffres tout à l'heure, mais en moyenne, en France, ça représente 10,3% du monde salarial. Notre secteur, alors les chiffres datent un peu là, mais vous le verrez tout à l'heure, on est tout de même encore en pleine croissance dans le secteur de l'ESS. La Franche-Comté est particulièrement développée dans ce secteur-là. Alors vous le voyez là, sur ce petit tableau, on voit qu'on appartient à la catégorie où l'ESS pèse, nous chez nous à peu près 12,5%, donc voilà, on est là. Hein. Donc on fait partie tout de même des secteurs où l'ESS est partie prégnante des emplois sur le territoire. C'est tout de même assez étonnant aussi de voir que là, c'est pas forcément étonnant, mais qu'ici
On va dire que tout l'Ouest est fort développé. Et puis là, je dirais qu'en région parisienne, c'est plutôt le rapport, hein, population, nombre de salariés, industrie, etc. Donc c'est légitime qu'ils soient en dessous de la moyenne. Mais tout de même, la Franche-Comté, de ce côté-là, est plutôt bien dotée. Sur les secteurs, là, nous présentons 4000 établissements, un peu plus de 4000 établissements sur la Franche-Comté, tous secteurs confondus. Et puis vous voyez que ça reste tout de même le secteur associatif, ici, qui représente le plus d'établissements. L'établissement, la notion d'établissement, c'est l'employeur déclaré. Hein. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous donner encore quelques chiffres? Là, c'est aussi intéressant parce que souvent, on présente le SS avec la précarité des emplois. Bien, ce petit tableau-là prouve tout de même que ce n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui parce qu'il y a eu des efforts assez considérables de réaliser sur notamment le temps de travail des salariés. Donc là, je ne vais pas tout vous citer, évidemment, les chiffres, mais vous avez les postes salariés en nombre de personnes et en équivalent temps plein, 54 000 personnes pour 35 300 équivalents temps plein, mais surtout les temps de travail moyens par salarié. On s'aperçoit que maintenant, on a dépassé les 2/3 de temps de travail, or que si nous avions pris ce chiffre il y a ne serait-ce que 10 ans, 15 ans, nous étions en dessous des 0,50. Donc, du coup, les emplois développés deviennent de vrais emplois. Là, je ne veux pas trop m'étendre encore sur ce fromage qui est la reprise de celui qu'on a vu tout à l'heure, qui est là par branche d'activité. On retrouve l'action sociale qui est là, mais là, ce sont des chiffres essentiellement franc-comtois. Alors, je ne sais pas si c'est... C'était Bourgogne-Franche-Comté. Voilà. Encore un petit graphique, parce qu'on aime ça. Donc, là aussi, on voit que notre secteur Vesoul, enfin le secteur Haute-Saônois, semble être aussi plus développé que sur d'autres territoires de la Franche-Comté en matière d'emploi dans le cadre de l'ESS. Vous voyez, il y a quand même des différences entre le nombre d'emplois développés sur le territoire de Dole, par exemple, Saint-Claude, et puis sur la Haute-Saône, ben, mon Dieu, on s'en sort pas si mal que ça. Ce que je vous disais tout à l'heure, l'ESS est en plein secteur continue à créer des emplois. Donc on voit là, ces statistiques s'arrêtent à 2012, on vient d'avoir seulement les 2013, mais on ne les a pas encore intégrées. On est toujours en progression d'emploi, or que le secteur classique ici, toute autre activité, est en baisse. Donc tout de même, l'ESS est bien un facteur de développement économique et d'emploi. Voilà. Et là, je vais m'arrêter, je crois, hein, puisque Émilie va reprendre la parole. Avant qu'on passe au secteur purement associatif, sur les quelques flyers qu'on vous a présentés, c'était important qu'on se situe par rapport à la Franche-Comté. Est-ce qu'il y a quelques questions, quelques éléments qui vous posent problème? Ou pas? Ou pour réagir, tout simplement. Pour réagir en disant... Sur la progression des emplois, on sait quelle est la part d'activité qui booste le reste? Est-ce que c'est plus l'aide à la personne, les services ou... Non, je pense que l'aide à la personne, c'est plutôt... Alors moi, pour y être dedans, l'aide à la personne a subi tout de même, depuis la déréglementation du plan Borloo, en incitant en fait le développement de... Enfin, le plan Borloo, c'était l'idée de dire, en développant l'offre, on va développer l'emploi. Sauf qu'en fait, toutes les statistiques que vous pouvez lire ici ou là, sur soi-disant le développement des emplois à domicile, c'est du pipeau, parce qu'il y en a autant qui se créent, qui se détruisent. Et on a, dans le secteur associatif notamment, de grandes difficultés par rapport au développement des entreprises marchandes, hein, du secteur lucratif, qui, elles, démarrent sans justement
ces obligations conventionnelles ou autres, donc qui viennent déstabiliser. Donc là, je serais très très méfiant sur ce qui est dit aujourd'hui. Par exemple, l'État est incapable, Pôle emploi aussi, est incapable de nous fournir les réelles statistiques concernant les emplois directs à domicile. Parce que ce qu'il faut, c'est qu'ils mettent en face ceux qui sont détruits. Et quand on les additionne, ce n'est pas forcément l'image qu'on peut en avoir. Par contre, je pense que les secteurs sont très diffus dans l'ESS. C'est ce qui fait sa richesse. Et qu'en fait, vous allez avoir dans tous les secteurs d'activité, y compris le secteur coopératif, dont on parlera rapidement tout à l'heure, des niches qui vont se développer. Je pense que l'ESS, si elle continue de se développer, c'est parce qu'elle est créative. Mais elle est créative dans tous les domaines, qu'ils soient culturels, sociaux ou autres. Donc voilà. Et aujourd'hui, il est tout de même vrai qu'on raisonne, si on a connu des engagements bénévoles très forts, et il y en a encore, hein, bien évidemment, dans le réseau associatif, mais bien souvent maintenant, les associations pensent, lorsque leur activité se développe, à créer des emplois. Hein, voilà. Alors, il y a aussi dans le nombre d'emplois, ce qui n'est pas là dissocié, c'est le nombre d'emplois à contrat aidé. Je pense que l'ESS fait partie de ce secteur qui, quand il lance une activité, va chercher des contrats aidés. Après, c'est tout à son honneur de chercher à les consolider, mais bien souvent, d'ailleurs, c'était un peu l'objectif, c'est l'objectif normalement des contrats aidés, de développer une activité. Moi, je me rappelle, pour ceux, parce qu'on en a eu un des noms différents pour les contrats aidés. Si je vous parle des TUC, ça vous parle? Bon. Ben moi, par exemple, quand on a développé le secteur du portage de repas à domicile dans notre secteur, nous n'avions que des TUC, comme on les appelait à l'époque, et ils ont tous, enfin à 95%, ont tous été titularisés et sont passés sur un statut de salariat classique conventionnel. Mais ça a permis à l'époque de démarrer sans... Parce que quand vous êtes en démarrage, en montée en charge d'une structure, eh bien, si vous avez au départ plein pot des salaires, des salaires plein pot au démarrage, je veux dire, eh bien, vous n'y arrivez pas, vous cassez la figure tout de suite. Donc, quand c'est dans cette visée-là, c'est très bien. Voilà. Mais ce que je veux vous dire, voilà, c'est que beaucoup de structures associatives font appel tout de même aux contrats aidés. Donc là, ils ne sont pas dissociés, donc j'ai l'honnêteté de vous le rappeler, mais tout de même, aujourd'hui, un certain nombre d'accompagnements financiers auprès de grosses entreprises est réalisé, et pour autant, on ne sent pas le bouillonnement attendu en termes de création d'emplois. Donc l'un dans l'autre, les contrats aidés, il y a une forme aussi de contrats aidés, notamment sur les bas salaires dans les entreprises. Mais ça, c'est un autre débat. Les subventions. C'est plutôt des allègements fiscaux auxquels elles peuvent prétendre aujourd'hui, à travers l'UCIE, etc. Bon, voilà, mais il y a une autre forme d'aide qui existe réellement, aujourd'hui en tout cas, au niveau des entreprises. Je m'arrête là pour laisser... Il y a d'autres questions? Non? Bon. Si, peut-être une... enfin, si je dérange pas trop, je ne veux pas couper le fil conducteur, mais la fameuse loi Borloo sur la déréglementation, elle consiste en quoi exactement? J'avais mal compris ce sujet-là. Alors, si vous voulez, avant, pour développer du service à la personne, notamment, puisque c'est surtout nous qui avons été touchés, nous avions besoin d'un agrément. Ça me fait penser des fois aux artisans, vous savez, qui râlent sur les auto-entrepreneurs, etc. Et puis, donc, nous avions une forme de labellisation. Et la loi Borloo a dit, ben non, on va étendre, d'ailleurs, c'est dans les tuyaux pour d'autres professions actuellement, on va permettre à tout à chacun de s'installer directement à son compte, ou oui, généralement par différents statuts, hein, notamment auto-entrepreneur, et puis on donnera deux niveaux d'agrément, l'agrément simple
est l'agrément qualité. Alors normalement, l'agrément simple, on intervient essentiellement sur les tâches ménagères, et puis l'agrément qualité, c'est normalement, on a, comment je pourrais dire, un certain nombre d'obligations à satisfaire, notamment en termes de diplômés, etc. Et là, du coup, ça a ouvert le champ. Avant, c'était essentiellement le secteur associatif qui était sur ce type d'activité-là. Et là, on a vu beaucoup de privés se lancer directement sur les services à la personne. Puis maintenant, on est en train de vivre la seconde étape. Ça veut dire qu'on est en train de nous dire « Oh, bah, l'agrément qualité, on ne sait pas si on va le maintenir tout de même, hein, parce que c'est un frein à l'emploi. Donc, peut-être que demain, eh bien, nous aurons même plus d'agrément qualité. Ça veut dire que tout le monde pourra faire n'importe quoi dans ce domaine-là, et ça sera le prix est là, ce qui fera immédiatement la différence. Et il faut savoir que, et je terminerai peut-être là-dessus, que le fait de relever de l'ESS dans certaines activités n'amène pas à être moins cher. Au contraire, je dirais même. Parce que si vous avez comme optique une qualité de prestation, le respect d'une convention collective, la formation du personnel, enfin tout ce qui peut constituer des charges supplémentaires, ça amène naturellement des services à être plus chers que d'autres. Or qu'aujourd'hui, eh bien, sur le service à la personne, j'en parle puisque on m'interroge là-dessus, vous avez des appels tarifaires qui sont exactement les mêmes que lorsque vous achetez une voiture. Ça veut dire qu'il y a l'entrée, donc on vous dit ben, c'est 20 € de l'heure, par exemple, et puis derrière, tout est optionnel. Ah bon, il faut faire du déplacement, ben, ça sera 2 € de plus. Ah bon, il faut y aller après 19 h, oula, bon, après, c'est une intervention de moins d'1 heure, etc. Et on arrive à des taux comme ça. Mais il n'empêche que dans un marché, l'important, c'est le contact avec le client. Et quand vous allez acheter votre voiture, ben, il y a le prix d'entrée, vous savez très bien, vous allez payer à peu près 20 à 25% plus cher que ce que vous avez vu sur l'affiche, parce que tout ce qui vous intéresse sera optionnel. Hein. Donc là, c'est un peu ça. En fait, on est dans ces dérives-là, mais c'est vrai sur l'ensemble des services. Donc le plan Borloo, c'était ça, c'est dire on déréglemente pour pouvoir avoir plus d'opérateurs, et puis puisqu'il y aura plus d'opérateurs, il y aura plus d'emplois créés. Voilà. Sauf que, objectivement, il y en a autant qui se sont créés, qui se sont défaits. Voilà. Et donc là, c'est tout de même un vrai problème. Mais si vous discutez, si vous vous intéressez un peu à l'actualité par rapport à ce que développe actuellement notre ministre Macron, eh bien, il est vrai qu'il est dans une déréglementation totale. Oui, enfin bon, pour lui, c'est un frein. Donc, c'est pas... Là, du coup, c'est pas un gouvernement de droite ou de gauche qu'il faut cibler directement. Bon, bah, Borloo, effectivement, c'était sous un gouvernement de droite, mais l'idée, c'est plutôt de se dire que la réglementation, aujourd'hui, elle est prise comme étant un frein. Et le thème que vous avez abordé la dernière fois, à l'échelon, du coup, là, international, mondialiste, eh bien là, on y est maintenant même au niveau local. Hein. Je crois qu'il y a un courant de pensée qui consiste à dire que toute réglementation est un frein systématiquement au développement économique. Et ça, ça fait tout de même un peu peur. Et voilà, dans le cadre de l'ESS, on essaye de maintenir un certain nombre de principes, d'orientations sur lesquels eh ben, il faut aussi tenir, parce que derrière ça, il y a aussi une société, il y a une manière de voir les choses, il y a comment on considère l'homme, comment on se situe dans du lien social, dans du développement de territoire, etc. Et c'est tout de même, c'est pour nous en tout cas, hein, c'est fondamental, c'est ce qui nous anime au quotidien. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'un patron d'une PME locale qui relève de la chambre de métier ou de la CCI est une mauvaise personne, loin de là, parce que c'est bien un ensemble et il faut créer du lien entre tout ça, mais c'est rappeler un certain nombre de principes qui nous dirigent, nous, et puis tant mieux si on peut un peu
un peu l'ouvrir à d'autres. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je parlais de l'ouverture vers d'autres types de statuts pour l'utilité sociale, ça peut être aussi un moyen d'attirer aussi, on le verra tout à l'heure dans le secteur coopératif, qui est à mon avis une chance aujourd'hui pour les SCOP notamment, pour la continuité de certaines entreprises, notamment en zone rurale. On continue? On voit qu'on a du boulot du coup. Donc après la présentation économie sociale et solidaire, moi je vais vous parler des associations plus spécifiquement, parce qu'on a vu qu'en tout cas au niveau des associations employées, elles représentent 80% des structures de l'économie sociale et solidaire. Donc voilà, je vous repose un petit peu le cadre de ce qu'est une association, mais je suis à peu près sûre que vous faites tous plus ou moins partie d'une association, vous en avez fait partie, mais reposer un petit peu le cadre juste de la loi 1901 qui est vraiment une loi de liberté, la liberté d'association pour tous. Donc c'est vraiment une loi de liberté, hein. Il y a très peu de contraintes dans cette loi 1901. Les statuts notamment sont assez libres. Ce qu'il faut retenir dans l'objet, deux ou plusieurs personnes mettent en commun, donc au moins 2 personnes, leur connaissance ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Donc, on se retrouve bien dans les principes fondamentaux de l'économie sociale et solidaire d'avoir la personne et l'objet qui priment sur la recherche du profit. Et c'est intéressant de s'arrêter un petit peu sur but autre que de partager les bénéfices, parce que quand on parle de secteur, d'une association à but non lucratif, on a tendance à faire le raccourci but non lucratif égale on ne fait pas de bénéfices. Non, ce qui est dit dans la loi, c'est qu'on ne les partage pas. Il faut en faire. Enfin, je le conseille fortement à toutes les associations. Il ne suffit pas de le dire pour faire des bénéfices, hein, ce serait trop facile. Mais voilà, ce qui est interdit par la loi, c'est de les partager entre les actionnaires, il n'y a pas d'actionnaires dans une association, mais en tout cas dans les membres de l'association. C'est vivement conseillé d'avoir des bénéfices pour les réinvestir dans le projet ou tout simplement faire des réserves en cas de difficulté. Donc voilà, on est bien sur un but autre que partager des bénéfices. La notion de projet collectif, 2 personnes au moins, j'en ai parlé, et les secteurs d'activité des associations, comme l'ESS, hein, très divers. La Cresse de Franche-Comté a fait des nuages de mots comme ça, alors c'est pas forcément très lisible, c'était plus pour montrer un peu les couleurs, mais du coup je vois pas bien, parce que c'est coupé. Le vert, c'est tout ce qui est autre activité des organisations associatives, un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, le non classé, un peu le fourre-tout, avec énorme, parce qu'il y a des associations qui sont bon, le club sportif qui fait du handball, ok, il fait du hand, on le classe en activité sportive et de loisirs. Un peu rose, comme ça. Les Francas, typiquement, ils sont à la fois dans des activités de loisirs, de sport, parfois ils sont classés aussi dans le culturel, parce qu'ils ont plusieurs activités, donc c'est pas évident de classer, mais voilà, c'est pour vous donner un petit panel dans l'hébergement touristique, dans les activités culturelles, dans les activités sportives et de loisirs et dans les autres activités des associations de Franche-Comté. Donc il y a des noms qui vous parlent forcément, je pense. Et c'est aussi pour illustrer que souvent les associations, elles ont été créées pour répondre à des besoins qui n'étaient pas couverts ni par les pouvoirs publics, ni par le secteur privé, marchand. On prend souvent l'exemple de l'ADAPI, par exemple, qui s'occupe des personnes handicapées, qui a été créée par des parents d'enfants handicapés, parce qu'ils n'avaient pas de solution pour leur enfant, donc ils se sont mis ensemble. ADAPI, aujourd'hui, on ne décline plus le sigle, c'est devenu un vrai mot, mais à la base, ça veut dire association des amis, des parents, d'enfants inadaptés. Donc, ils se sont regroupés pour créer quelque chose, et puis derrière, ça a fait bouger les pouvoirs publics aussi pour mettre en place des choses pour le handicap. Donc généralement, les associations, elles sont créées pour répondre à des besoins non couverts, ou pour améliorer le bien-être des personnes. L'aide à domicile, par exemple, l'ADMR a été créée tout de suite après la Seconde Guerre mondiale, Jean-Marie, si je ne dis pas de bêtises, dans un contexte qu'on imagine, où les besoins étaient énormes, surtout en milieu rural. Quelques chiffres, donc en France et en Haute-Saône, 1 personne sur 5 en France est bénévole dans une association.
en Haute-Saône, on estime entre 3500 et 4500 associations en activité, avec 175 nouvelles associations créées chaque année. On estime, parce que les associations qui sont en sommeil, elles sont rarement déclarées à la préfecture en tant qu'association en sommeil, et parfois elles peuvent rester en sommeil 20 ans, et elles ne sont jamais dissoutes parce qu'après il n'y a plus personne pour s'occuper de l'association. Donc voilà, du coup ça explique la marge de 1000 associations, mais bon, on sait qu'on peut quand même tabler sur 4000 associations en Haute-Saône, ce qui est quand même beaucoup pour notre département. Entre 35, donc tout ça, ça représente entre 36 000 et 40 000 bénévoles qui s'investissent dans ces associations. Je fais un rapide point sur le bénévolat. Il y a des études qui sont faites chaque année par une structure qui s'appelle Recherche et Solidarité. Je vous ai mis le lien dans la dernière diapo, voilà, si ça vous intéresse d'aller regarder. Ils font un baromètre du moral des responsables d'associations chaque année, donc on peut répondre à des enquêtes en ligne. Et eux, les études que eux et puis d'autres aussi montrent, c'est que l'engagement associatif il a un petit peu évolué ces dernières années. Il y a toujours autant de bénévoles, mais comme il y a aussi plus d'associations, forcément, c'est plus difficile pour tout le monde de s'investir. Et l'engagement a un petit peu changé. On a plus de mal à trouver des bénévoles qui s'engagent dans la durée, qui s'engagent dans les conseils d'administration pour gérer l'association. Et c'est plus facile de trouver des bénévoles qui viennent ponctuellement donner un coup de main pour une action, ou ils viennent un temps par affinité avec une personne, et puis après ils repartent, ils passent à autre chose. Donc voilà. On a un engagement associatif qui a un petit peu changé, mais les bénévoles sont toujours là et sont très importants dans les associations. Je voulais vous donner quelques exemples d'associations qui agissent sur notre territoire. Je ne pourrais pas toutes les détailler parce que tellement, je vais parler de quelques-unes que je connais. Par exemple, l'association Le Loup qui est située à Montureux-les-Bolets. Je ne sais pas si vous situez Montureux-les-Bolets. Tout le monde connaît Montureux-les-Bolets. Après Bolets, vers Amance. Voilà. Donc c'est une association qui a mis en place un atelier de menuiserie solidaire. Vous pouvez aller fabriquer votre table, votre meuble, ce que vous avez envie, même si vous n'avez aucune compétence dans le bois. Il y a des machines, il y a du matériel, il y a un encadrant professionnel. Donc l'idée c'est vraiment de montrer que chacun est capable de fabriquer quelque chose de ses propres mains et donc d'avoir la fierté de l'objet. Puis bon, c'est des beaux objets parce que c'est du vrai bois. L'encadrant, voilà, c'est du bois noble. Donc voilà un exemple de cette association qui est vraiment située en milieu rural. Un autre exemple dans le culturel au coin de l'oreille qui est à Cé-sur-Saône. C'est une association qui fait de la diffusion de concerts de musique actuelle. Donc ils ont une salle de concert à Cé-sur-Saône. Ils ne font pas entre guillemets que des concerts, ils font aussi tout ce qu'ils appellent des actions culturelles sur le territoire, avec les écoles notamment. Donc ils interviennent auprès des écoles, ils vont faire venir un artiste en résidence qui va venir accompagner, faire découvrir son univers musical. Les enfants vont venir à un concert d'institution. Voilà, c'est comment on donne accès à ça dès le plus jeune âge, voilà, pareil en milieu rural. C'est un vrai pari de faire une salle de musique actuelle dans une petite ville comme Cé-sur-Saône. Les structures d'insertion par l'activité économique, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Donc à Luxeuil, il y a Trade Union et Débat, qui sont deux structures qui sont au même endroit, qui sont deux structures différentes mais qui mutualisent beaucoup de choses. Donc il y en a une, c'est un chantier d'insertion, l'autre c'est une entreprise d'insertion. Donc c'est deux modèles. Si vous voulez, les structures d'insertion, pour ceux qui ne connaissent pas, j'en dis quand même deux mots, c'est un contrat en gros passé avec la direction du travail, Pôle emploi, le département, pour accompagner les personnes qui sont en difficulté sociale, économique. Donc des personnes au chômage depuis longtemps, des bénéficiaires du RSA. Donc on les entre guillemets remet au travail, on leur redonne un cadre avec des activités. Donc là, Trade Union et Débat, elles sont toutes les deux dans le milieu du bâtiment, petits travaux de rénovation, entretien. Et puis l'objectif c'est de les accompagner dans un projet professionnel pour qu'elles trouvent un autre travail à la sortie. On est sur du temporaire, quoi. Donc il y a trois types, il y a les associations intermédiaires qui interviennent souvent dans le secteur des services à la personne, vous n'en avez pas sur votre secteur. Le chantier d'insertion et l'entreprise d'insertion, c'est le dernier niveau, on va dire. Les personnes là sont
les moins éloignés de l'emploi, ils sont plus prêts à rentrer directement dans un autre emploi. Voilà, toujours sur Luxeuil, dernier exemple, c'est l'association Initiative Partagée qui s'est créée très récemment l'année dernière, donc je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ils sont implantés dans le quartier Messier et ils ont envie d'agir pour plus de solidarité déjà dans la ville, dans le monde aussi, mais déjà à Luxeuil, déjà dans le quartier, avec un projet notamment de créer une épicerie solidaire. On en est au début, mais voilà, c'est des exemples avec des noms peut-être qui vous parlent. Je ne vais pas citer toutes les associations, j'y reviendrai tout à l'heure dans les associations qui ont des salariés, parce que moi mon travail c'est d'accompagner les associations qui ont des salariés. Donc je vous donnerai peut-être un exemple tout à l'heure sur des associations employeuses. Donc l'impact de toutes ces associations sur un territoire, il est important. Quand il y a des salariés, évidemment qu'il y a un poids économique important, puisque c'est des salaires qui sont versés et redistribués généralement sur le territoire, même si les personnes n'habitent pas forcément à l'endroit où elles travaillent, mais globalement, l'argent est redistribué sur la Haute-Saône. C'est des associations qui font appel à des fournisseurs. Si on prend l'exemple de la DMR pour le portage de repas, voilà, de l'ADAPI. Je me rappelle avoir participé à l'Assemblée Générale de l'ADAPI en 2013 à Vesoul. Il y avait le président de l'agglomération de Vesoul qui disait que les investissements de l'ADAPI sur un an étaient plus importants que ceux de l'agglomération de Vesoul. Parce qu'ils ont acheté l'ancien hôpital de Vesoul pour réhabiliter, faire donc ça donne une idée de la taille de l'ADAPI pas que sur Vesoul, sur la Haute-Saône, quoi. C'est assez énorme. Mais je ne voudrais pas non plus limiter que aux associations qui ont des salariés, parce qu'il y a tout le bénévolat qui est vraiment énorme, qui est un petit peu difficile à mesurer. On parlait d'utilité sociale tout à l'heure. Les associations, elles permettent aussi aux gens de se rencontrer, d'échanger quand elles organisent, quand il y a un club sportif ou un concert. Une activité de loisir, c'est aussi permettre aux gens de se retrouver, d'échanger, voilà ce que fait aussi l'Université populaire de Luxeuil, c'est aussi ça, donc ça c'est vraiment important, et ça c'est difficile à mesurer, le lien social entre les gens, c'est un petit peu compliqué. L'utilité sociale, elle se mesure à la fois sous l'angle économique, social, environnemental, culturel, et l'indicateur de richesse dont on entend le plus souvent parler, c'est le PIB, le produit intérieur brut, qui ne prend pas en compte ça. Du coup, le PIB, c'est la somme de toutes les productions de biens et de services ayant nécessité un travail rémunéré. Donc le bénévolat est d'office exclu. Il y a aussi tout le travail qu'on appelle le travail domestique, le travail à la maison, c'en est exclu aussi. Et il y a des études qui estiment que le bénévolat dans les associations en France, ça produit une richesse équivalente à ce que produirait 1 million d'emplois à temps plein. Donc c'est énorme. Et c'est pas du tout pris en compte dans le PIB, qui ne va pas non plus prendre en compte l'impact de l'activité économique sur l'environnement. Donc, c'est un peu réducteur du coup de l'utiliser comme seul indicateur de mesure de la richesse. Il va mesurer la croissance et la production, et puis il ne va pas mesurer évidemment, c'est pas ce qu'on lui demande, mais on ne sait pas si ça contribue à augmenter le bien-être de la personne, la croissance et la production de certains secteurs d'activité, ni si ça améliore la qualité des conditions de vie. Donc il y a d'autres indices qui existent. Il y a par exemple l'indice de développement humain qui est apparu. Voilà, il y a plusieurs indicateurs de développement qui apparaissent pour justement mesurer autre chose que ça. Et ça, l'indice de développement humain, c'est beaucoup plus adapté pour mesurer l'économie sociale et solidaire. Après, c'est à nous aussi, je pense, acteurs de l'économie sociale et solidaire, de nous emparer de ces indicateurs pour mesurer ce dont on a parlé tout à l'heure. L'utilité sociale, maintenant, elle est définie dans la loi. Mais c'est compliqué de définir l'utilité sociale. Vous le disiez tout à l'heure, le boulanger dans un petit village, son utilité sociale, elle est énorme. Donc voilà, comment mesurer tout ça, en tout cas, c'est encore des choses sur lesquelles on a besoin de travailler.
Je voulais juste faire une petite parenthèse là-dessus parce que ça me semblait important de rappeler que les bénévoles étaient vraiment importants dans les associations et qu'on ne réduise pas uniquement aux associations employeuses, puisque maintenant je vais vous présenter plutôt des chiffres sur les associations employeuses. Alors, si je peux me permettre, Émilie, simplement, dans un certain nombre de débats que je peux avoir notamment avec les syndicats, c'est souvent là aussi... Enfin, c'est à double face, quoi, parce que quand on évalue le bénévolat à travers de l'emploi, comme c'est le cas, hein, puis souvent dans les structures, on nous dit valoriser le bénévolat, et puis même en euros. Hein, il faudrait quasiment dire, il y a tant d'heures transformées. Bon, d'ailleurs, c'est normalement une obligation que l'on a. Là, évidemment, au niveau des discussions que je peux avoir dans certaines tables rondes, les syndicats disent, mais vous n'avez pas honte de prendre la place de salariés. Ça peut s'entendre, puisqu'on nous le présente comme ça. Bon, c'est une façon de voir les choses. Mais à contrario, s'il n'y avait pas eu ce bénévolat, là, il n'y aurait certainement pas tous les salariés dans le secteur associatif. Donc la dynamique du bénévolat, elle est aussi génératrice d'emplois. Donc c'est pour ça qu'il faut un peu se méfier quand on prend les choses au premier degré, et que, en fait, si on dit, ben non, ça doit être des salariés, il n'y aurait pas eu tout ce développement de l'emploi dans le secteur associatif. Donc voilà, je trouve qu'il faut toujours un peu nuancer quand on veut valoriser du bénévolat en disant, mais ça représente tant de salariés. Oui, certes, mais c'est pas tout à fait comme ça que les choses se passent, parce que si c'était des salariés, peut-être que ça n'aurait pas généré toute l'activité qui est développée dans le secteur associatif. Ça représente surtout voilà, du lien social, des gens qui s'investissent de leur projet. Voilà. Et qui crée de la richesse. Qui crée de la richesse. Voilà. Mais effectivement, c'est des débats qui existent. Oui. Et le bénévolat aujourd'hui, avec on repousse la retraite, il y a de plus en plus de gens qui travaillent, et vous disiez que ça posait des problèmes pour les personnes, ils doivent prendre des responsabilités dans le bénévolat. Parce que c'est ça qui peut poser problème. Je ne sais pas si... Enfin, en tout cas, on n'a peut-être pas assez de recul pour le voir. Par contre, ce qu'on voit, c'est effectivement un vieillissement des dirigeants bénévoles. Mais des salariés aussi. Ce qui parle de plus en plus plus tard. Il y a un enjeu de renouvellement. Et puis, avant, mon épouse, elle a travaillé que pour la famille, donc elle a fait beaucoup de bénévolat. Il y en a qui ont envie, mais ils sont moins nombreux. Même dans la DMR. Oui, je sais. Je dirais qu'elle s'occupait je dirais avant des emplois, elle a fait énormément de bénévolat pour le placement. Et donc, votre question, c'était de dire... ce report de retraite, avec de plus en plus de gens qui travaillent, est-ce que c'est pas le plus longtemps, il y a plus de couples. À mon époque, il y avait des dames qui s'occupaient des enfants, qui travaillaient à la maison, qui travaillaient beaucoup à la maison. Ils ne sont pas reconnus, non, ils n'ont jamais été reconnus. Mais elles travaillent encore beaucoup. Elles travaillent toujours beaucoup. Il y a le discours et la réalité. Mais aujourd'hui, est-ce que le bénévolat, est-ce qu'il peut être pénalisé, c'est ma question, par ce fait-là? Je ne pense pas, parce que d'un autre côté, bon là on va jouer sur quelques années, mais non, je pense aussi que quand on est en retraite, on cherche aussi à avoir une réelle utilité sociale. Hein. Donc du coup, c'est pas tellement une histoire d'âge, vous savez, hein, l'engagement, le volontariat, etc. C'est pas tellement lié à ça. Par contre, s'il n'y avait pas, aujourd'hui, la grande majorité, je parle plutôt dans des secteurs, enfin même ça touche quasiment tous les secteurs, c'est tout de même les retraités qui occupent une grande partie dans le bénévolat, parce que voilà, c'est aussi un peu plus de temps. Hein, aujourd'hui, j'imagine parmi vous, s'il y a un certain nombre de retraités, eh bien, vous avez des emplois du temps qui sont des fois plus chargés que lorsque vous étiez en activité professionnelle. Ça fait même 5 années qu'il risque d'être perdu au niveau de la retraite. Oui, mais non, je ne pensais pas. Non. En tout cas, nous, actuellement, moi, je ne vois pas ça. Par contre, ce qu'on aimerait bien, nous, c'est réintégrer, parce que il y a tout de même, moi j'ai connu, par exemple, je suis inquiet de voir qu'il n'y a plus d'agriculteurs dans des secteurs associatifs
très peu. Hein. Je regarde Bernard. Bah oui, mais lui, c'est une exception qui confirme la règle. Avant, enfin, je peux parler aussi de l'association dans laquelle je travaille, nous avions un pourcentage conséquent d'agriculteurs engagés dans les mouvements associatifs. Et aujourd'hui, ben voilà, le monde agricole est plus dans des problématiques, je dirais économiques, je ne sais pas si je me trompe ou pas. Sociologiquement, la famille a évolué, souvent l'épouse peut travailler en extérieur, etc. Et ils sont plus, on n'est plus en tout cas dans les mêmes logiques qu'on a connues, allez, il y a 20 ans encore. Hein, voilà. Donc ça, ce qui est un peu regrettable, c'est qu'on n'arrive pas à remobiliser autour de certains projets. Bernard, toi, tu étais le premier concerné. Non, mais j'ai envie d'ajouter un petit quelque chose. Oui. C'est toute la problématique de ce qu'on a appelé depuis 50 ans, et qu'on dit toujours, l'éducation populaire. Parce que quelque part, l'engagement des agriculteurs, il était issu effectivement de tout un travail d'éducation populaire, qui a eu aussi d'ailleurs dans le monde ouvrier. Hein, avec la JOC notamment. Oui, tout à fait. Mais il a été quand même, il a eu une place quand même très très importante dans les années 50, et je pense que c'est cet héritage-là qui a eu et qui s'est perdu. Je pense. Mais ça veut dire que quand même, il faudrait qu'on se pose aujourd'hui la problématique de l'éducation populaire. Et c'est d'autant plus important que les notions des valeurs dans notre société d'aujourd'hui, ben, c'est vrai qu'elle est en grand point d'interrogation. Et là, on retrouve peut-être ce que tu expliquais, la part des associations du bénévolat, des associations, des petites associations, je dirais, qui elles sont sur non pas sur forcément de l'activité, mais plutôt des valeurs. Les valeurs de lien social, les valeurs de territoire, les valeurs de solidarité. Et ça, oui, ça n'existe pas. Le problème qu'on a, Bernard, c'est que la génération MRJC, non mais c'est tout de même, on l'a bien connu, a vieilli, on va dire, et que tu as raison de souligner qu'il y a peu de mouvements qui ont continué, on va dire, d'alimenter un peu le secteur associatif militant. Mais c'est vrai, quand tu discutes avec, j'imagine qu'il y a certains engagés syndicaux ici présents, c'est vrai aussi au niveau syndical, c'est vrai, voilà. C'est un peu compliqué aujourd'hui de remobiliser autour de projets. Alors l'ESS doit être, c'est pour ça que le petit film tout à l'heure était plutôt sympa, parce que ça s'adresse aux jeunes, mais on aimerait bien que l'ESS soit partie intégrante aussi des programmes scolaires, que, voilà, mais ça, c'est compliqué aujourd'hui. Ça se fait sur le long terme, mais on a notre part. Le MRJC, c'est un bon exemple, c'est le mouvement rural de jeunesse chrétienne pour ceux qui. Oui, mais ça peut être là aussi, quoi. L'éducation populaire, c'est pas uniquement. Oui, mais celui-là en partie, effectivement, aussi, il y a une nouvelle personne, enfin, il y a un nouveau projet qui devrait se faire en Haute-Saône sur le MRJC. Mais j'avais discuté l'année dernière avec une personne qui était sortie du MRJC et qui nous expliquait le principe de prise de responsabilité, où forcément tous les jeunes qui sont investis dans les MRJC vont aller prendre des responsabilités au niveau national, à un moment ou à un autre, pendant 2 ans, à tour de rôle. On leur fait confiance, on leur donne les cadres pour qu'ils aillent tenir des responsabilités. On n'attend pas qu'il y ait quelqu'un qui se porte candidat pour dire bah, « moi je veux bien aller représenter le MRJC au niveau national ». Enfin, c'est cette personne-là qui avait raconté ce témoignage-là, c'était assez parlant. On dit le fait que les autres te fassent confiance pour te dire c'est toi qui vas aller représenter le MRJC au niveau national, et ben ça donne effectivement confiance en soi et du coup cette personne aujourd'hui était toujours impliquée, travaille d'ailleurs dans le secteur associatif. Effectivement, l'éducation populaire, c'est à la fois donner des cadres pour permettre aux jeunes de grandir, de s'épanouir en toute sécurité, et à la fois donner des responsabilités aussi, mais de manière progressive et accompagnée. Et là, je pense qu'il y a un vrai enjeu aussi pour l'ESS, pour qu'on attire des jeunes, qu'on leur fasse de la place, hein, parce qu'il ne suffit pas d'attendre qu'un jeune, entre guillemets, un jeune dans 30 ans, je ne sais pas comment jusqu'à quel âge on est jeune, pousse la porte. Il faut aussi qu'on fasse de la place, quoi, qu'on donne des responsabilités. Un club sportif, il y a des clubs sportifs souvent qui donnent la possibilité aux jeunes de s'investir avant leur majorité. Parce que les jeunes s'investissent énormément dans les clubs sportifs, ils sont arbitres, ils encadrent d'autres jeunes. Donc qu'on leur fasse une vraie place et qu'on n'attende pas qu'ils aient 18 ans pour voter et participer au conseil d'administration. Donc là-dessus, on a un vrai travail à faire. Je
continue parce que l'heure tourne. On est presque à la fin, mais j'irai vite. Moi, je vais rayer quelques flyers. Donc les associations employeuses, quelques chiffres aussi, parce que c'est parlant, je trouve. 522 associations employeuses. Bon, on est toujours sur les chiffres au 31-12-2012, parce que c'est ceux qu'on a avec l'Observatoire. On est toujours avec 2 ans de décalage. Donc là, j'ai pas encore les chiffres plus récents. Mais voilà, 522 associations employeuses, 8000 salariés. Vous voyez que par rapport aux autres départements, on a moins d'associations employeuses que dans le Jura, mais on a plus de salariés. Alors ça peut s'expliquer parce qu'en Haute-Saône, on a quand même des grosses structures dans le domaine du sanitaire et social, notamment l'association hospitalière de Franche-Comté qui est basée à Saint-Rémy, qui est le 2e employeur du département après Peugeot. C'est une association donc, qui n'a effectivement rien à voir avec une association où il y a un salarié, hein, mais c'est une association. Donc, la DMR, 600 salariés, on est sur des échelles quand même assez... 1000, physiquement 1000 salariés, 600 ETP, quoi. Pardon. Et... Voilà, vous avez l'équivalent temps plein, qui est effectivement un peu moins important, et puis ce que ça représente aussi en rémunération annuelle. Est-ce qu'on pourrait peut-être avoir une petite historique de la naissance de l'association hospitalière de Franche-Comté, ou son histoire Alors moi, je ne pourrais pas faire ça, mais... Alors en fait... Enfin, je la connais peu, mais en tout cas, je l'ai connue sous différents statuts. Alors, faites pas bien avec ce que j'ai dit tout à l'heure, mais presque. C'était longtemps une société. Et en fait, pour des raisons évidentes, la sécurité sociale n'a pas accepté qu'à un moment donné, on puisse dégager des excédents, rémunérer des sociétaires sur le dos de la psychiatrie. Je résume, mais c'était ça, du coup. Hein. Mais quand on investit dans une société, qu'on y amène un capital, généralement, l'actionnaire, il attend quelque chose. Hein. Bon, il y en a qui sont très gentils, hein, qui n'attendent rien, mais d'autres qui attendent aussi. Donc, du coup, ils ont été amenés, là, à changer leur statut, mais c'est relativement récent. Hein. La loi 1901, chez eux, doit dater... moi, le problème, c'est que je les ai défilés depuis, d'une quinzaine d'années. Hein, donc, c'est relativement récent. Voilà. Mais au départ, c'était en fait une émanation d'une société parisienne qui... la psychiatrie, vous savez, était souvent aussi... D'ailleurs, les personnes qui étaient là hospitalisées venaient principalement de la région parisienne. Donc, on exportait. En fait, en psychiatrie, c'était souvent le cas. Hein, on éloignait les gens à l'époque, c'était comme ça. Maintenant, on est dans des politiques d'intégration, mais alors, ce que je vous dis, ça date un peu plus d'il y a 15 ans. Mais je pourrais expliquer l'histoire, c'était bien, voilà, une société qui s'était développée dans un château, comme beaucoup d'institutions. Et puis après, elle s'est orientée vers la loi 1901 pour des raisons évidentes c'était un peu compliqué pour la sécurité sociale d'admettre qu'il y ait des excédents qui soient reversés à des actionnaires. Voilà, pour simplifier. Il a quand même mis 50 ans sans le percevoir. Comment? Il a quand même mis 50 ans sans le percevoir. Comme quoi que des fois, c'est compliqué. Bref, parenthèse fermée. Donc vous confirmez ce que je dis tout de même, hein, c'était bien. Hein. Voilà. Donc les associations employeuses, je viens de vous donner les chiffres, ça représente 12% de l'emploi privé en Franche-Comté et presque 16% en Haute-Saône. Donc c'est dû effectivement au secteur sanitaire-social assez important dans notre département. Et puis il faut rappeler que c'est un pourcentage par rapport à l'emploi privé. Donc forcément un département où il y a moins d'emplois qu'ailleurs, on va aussi relativiser le chiffre par rapport à d'autres départements. Les associations employeuses, elles ont effectivement le statut de la loi 1901 et généralement les emplois sont venus, ce que tu disais tout à l'heure, après les bénévoles pour répondre à un besoin, parce que pour développer l'activité. Il n'empêche qu'à partir du moment où elles ont des salariés, elles deviennent une entreprise comme les autres, soumis au même droit du travail. Et c'est pas toujours simple pour des bénévoles de devenir patron.
Voilà, c'est pas toujours évident. On travaille d'ailleurs, moi, le dispositif dont je m'occupe, c'est justement pour accompagner les associations employeuses, parce que c'est une des difficultés. Mais il est évident qu'une association, dès qu'elle passe le cap de 50 salariés, ou même 20, voilà, on commence, enfin, forcément, il y a une gestion comme une entreprise, quoi. Donc les enjeux pour l'avenir, c'est ce qu'on évoquait un petit peu tout à l'heure, hein. Il va y avoir pas mal de départs en retraite aussi au niveau des dirigeants salariés d'ici 2020. Au niveau des bénévoles, il y a un renouvellement une parité aussi à atteindre. On n'est pas très bon là-dessus. Dans le secteur associatif, ça s'améliore un petit peu. Mais bon. Tu veux dire quoi quand tu dis que la parité n'est pas bonne? On a souvent des présidents hommes, j'ai remarqué. Ah, on n'est pas dans la parité, là, on est dans le... Voilà, dans les on a souvent des salariés femmes, dans le SS, c'est souvent des présidents et directeurs hommes. C'est un constat. C'est bizarre, ça. On se demande pourquoi, oui. Donc voilà, le SS, c'est un peu comme dans le reste. Une petite carte toujours tirée de l'Observatoire de l'économie et solidaire pour vous montrer la répartition des associations employeuses et du nombre de salariés. Donc on a fait le choix là de les présenter par pays. Donc vous voyez pour votre pays, les Vosges saunoises, alors c'est pas très lisible, il y a 111 associations employeuses et ça représente 1440 salariés. Donc, toujours au 31 décembre 2012. Et par communauté de communes, donc pour le pays de Luxeuil, rien. Directement sur l'écran. Il faut regarder simplement sur les... 26 associations employeuses pour 361 salariés. Donc vous connaissez peut-être les 26 associations employeuses. Voilà. Hop, encore un petit nuage de zéro. Hop. Donc je voulais faire un petit point sur mon travail pour vous expliquer par rapport aux associations employeuses ce que je fais. Donc le dispositif local d'accompagnement, c'est un outil au service des associations employeuses. Donc c'est un dispositif dont je m'occupe au sein de l'association U3A depuis 2009. C'est un dispositif